bonjour et bienvenue sur Diagonale, l'actualité internationale du jeu d'échecs. Diagonale, c'est la rentrée puisque ça fait 1 mois et demi que nous vous avions quitté pour l'été. Et aujourd'hui, nous recevons donc évidemment le grand Stéphane Laborde. Bonjour Stéphane. Bonjour Éloi, donc un été chaud, notamment un championnat de France où contre toute attente, finalement, tu as brillé. Oui, tout à fait. Alors, première chose, déjà, le championnat de France sera le thème central de cette émission, puisque nous avons recueilli là-bas des reportages, des interviews. Donc, le cœur de cette émission sera le championnat de France. Maintenant, effectivement, ce qu'il faut voir en premier, c'est pas le fait que un des présentateurs de Diagonale ait bien joué, mais plutôt que Étienne Bacrot ait remporté la compétition pour la 3e fois consécutive. 3e fois consécutive, mais c'était la plus difficile peut-être des 3 fois, puisque il a fallu recourir au départage avec 2 autres joueurs. Oui, mais à chaque fois, il avait 1 an de moins. Ouais. Des fois précédentes. Ouais, c'est vrai. Donc il était jeune, on rappelle qu'Étienne Bacrot n'a que 18 ans, donc il a gagné à 16 ans la compétition, ce qui est vraiment très jeune, record de précocité. Ensuite, 3 fois consécutives, Stéphane. C'est un record. C'est un record, ça n'a jamais eu lieu en France, tout simplement. Il faut rappeler que Fischer, je crois, a gagné 5 fois de suite le championnat des États-Unis. En commençant à 14 ans. En commençant à 14 ans, donc il faudrait que Étienne gagne à peu près 5 fois, enfin encore 2 fois. De toute façon, c'est déjà trop tard. C'est déjà trop tard, pour faire mieux au niveau de l'âge. À noter que cette édition marseillaise était d'excellente qualité, plus de 1200 joueurs, c'est le record qui est tombé une fois de plus. L'ancien record a été détenu par le championnat de France de Besançon. Donc énorme quantité de joueurs, très haut niveau de jeu puisque le national de cette édition 2001 marseillaise était le plus relevé qu'il n'ait jamais eu, 2560 de moyenne Elo. Ouais, très fort. Ça prouve donc bien que les échecs français progressent. Oui, ça progresse. À noter aussi que le féminin progresse, le national féminin. Il y a quand même un bon niveau aussi. Bon, évidemment, c'est un bon niveau. C'est par rapport aux échecs féminins. C'est 2002 à peu près la moyenne, 2200. Peut-être même moins. Peut-être moins. Mais Marie Sebag n'a pas réussi à conserver son titre. Le national féminin, effectivement, il faut en parler puisque les femmes jouent aux échecs. Il faut quand même le rappeler. Donc effectivement, victoire de Maria Lecomte qui bat Marie Sebag au départage. Alors Stéphane, analyse de l'expert, est-ce que l'expérience l'a emporté sur la jeunesse et la fougue de Marie Sebag? Ouais, je pense que effectivement Marie Lecomte a très bien joué. Elle a fait un beau championnat. Moi, je suivais les parties du féminin en même temps parce que je suis allé voir quelques jours le championnat. Voilà, expliquons quand même que tu es venu à Marseille pour jouer le championnat du monde d'échecs marseillais et avant de partir en vacances à Corfou chez les Grecs. Oui, tout à fait. Tout à fait. Et donc, je sais pas, je pense que Marie a raté probablement sa partie contre Maria Lecomte, sa partie officielle, enfin, de partie longue. Elle aurait pu l'emporter, elle avait quand même l'initiative. Bon, enfin, de façon anecdotique. Et puis, chez les hommes, il faut noter le super parcours d'Étienne Bacrot et aussi les beaux parcours de Christian Bauer et Jean-Marc Decrave. Alors, on va y venir. On va juste rappeler quand même que Maria Lecomte et Marie Sebag ont gagné la compétition avec 3 points d'avance. C'est donc, en fait, tout simplement une boucherie. Les autres jeunes filles ou jeunes femmes n'ayant tout simplement pas existé, pas été à la hauteur de ces 2 joueuses exceptionnelles, notamment Marie Sebag qui, quand même, n'a que 14 ans, il faut le rappeler. Donc, victoire de Maria Lecomte devant Marie Sebag. Maintenant, nous allons passer, peut-être Stéphane, avant de passer au national masculin, puisqu'on a beaucoup d'interviews à diffuser, nous allons parler un peu de l'accession avec la présence de Marc Santoroman, qui est donc notre premier sujet. Marc Santoroman, le joueur toulousain, toujours très sympathique, qui avait justement à l'occasion de cette interview un peu mal aux yeux puisque je crois qu'il s'était mal réveillé. Donc tout de suite en image, Marc Santoroman. Bonjour, nous sommes ici au championnat de France d'échecs de Marseille avec Marc Santoroman, le joueur le plus expérimenté du circuit, 3 fois champion de France. Et ici nous avons Étienne Bacrot qui gagne pour la 3e fois consécutive. Marc, c'est l'exploit. Ah bah ouais, ça y est, il est également record. Mais il a fait consécutivement, lui, c'est bien. Le hat-trick. C'est mieux. Ah oui, c'est mieux, ouais. C'est toujours mieux, ouais. Surtout qu'il a joué moins de fois que moi. Alors Marc, quand est-ce qu'on te reverra dans le national? Eh bien là, j'ai échoué d'un cheveu là aujourd'hui. Je finis juste 3e au pied de la qualif. Enfin, j'espère me qualifier avec le Héros l'année prochaine. Toi qui as connu énormément de championnats de France, que peux-tu dire de cette édition marseillaise? C'était mieux que l'année dernière pour les résultats. Et puis sinon, l'organisation c'était pas mal. Ouais. C'était Marseille, c'est mieux dans le sud, quoi. Le midi, c'est sympa. Marc Santoroman, merci. Merci Éloi. Voilà, Marc Santoroman, toujours très sympathique. À noter qu'il a échoué d'un cheveu, comme il le dit lui-même. Oui, d'un cheveu, il n'y en a plus beaucoup. Donc,
S'il en perd à chaque fois, s'il en perd un à chaque fois, il va dans 10 ans, il n'a plus de cheveux. Et tout à fait, le Marc Santoroman, donc toujours très sympathique, toulousain. Vous pouvez le voir, évidemment, il est venu dans Diagonale. Il nous a parlé de l'accession dans l'émission précédente. Marc Santoroman qui termine à la place qu'on qualifie du premier baiser, Stéphane, puisqu'il y a 2 places pour les qualifier et Marc Santoroman est 3e. Ouais, dans le tournoi Accession, Pas de donc chance. les 2 qualifiés sont Cyril Marcelin Et Emmanuel Bricard. et Emmanuel Bricard. Emmanuel Bricard qui est un habitué du national, puisqu'il a déjà été champion de France en 1994 ou 15. Et donc il a joué plusieurs fois le national, Emmanuel Bricard, qui est un très très bon joueur habitué. Alors que Cyril Marcelin, lui, c'est un jeune joueur. On l'a reçu dans Diagonale d'ailleurs Ouais. il y a quelques temps. Maintenant, ça se quelques compte en temps, années, ouais. parce que ça fait quand même bientôt 3 ans que Diagonale existe. Ouais. Il revenait du championnat du monde junior. Tout à fait. Et donc Cyril Marcelin, un joueur très solide. Ses parties sont ennuyeuses, mais attention, elles sont quand même très techniques. Il faut dire qu'il a un style technique, pas flamboyant, mais efficace. Donc, À la Pétrosian, un peu. peut-être pas quand même. Peut-être pas quand même. En tout cas, donc victoire d'Emmanuel Bricard dans cette accession. On rappelle l'accession, il y avait à peu près 150 joueurs. C'est le tournoi réservé aux joueurs internationaux. Victoire donc d'Emmanuel Bricard. Deuxième, Cyril Marcelin qui gagne la dernière ronde contre Arnaud Rinfray. Et Marc Santoroman n'arrive pas à gagner sa dernière partie, termine 3e. Ensuite, on retrouve tout un tas Mais de jeunes joueurs. il peut encore se qualifier au classement Elo. Hein, c'est ce qu'il disait. Ça paraît peu probable malheureusement, puisque Ouais. les échecs français, comme on l'a dit, progressent très vite. Ouais, c'est vrai. On arrive donc à la compétition phare, Stéphane, avec tout d'abord dans ce tournoi, place aux jeunes, Robert Fontaine, qui Ouais. réalise l'exploit, Ouais, qui se qualifie en poule haute. puisqu'il partait 16e. Quoi. Voilà, c'est ça. Il partait dernier et il réussit à être très solide dans la première phase. Et il gagne la dernière partie à l'arraché avec les Noirs Contre Arnaud Auchan. contre Arnaud Auchard qui devait aussi l'emporter. C'est-à-dire que les 2 joueurs devaient l'emporter pour se qualifier. Et peut-être Arnaud a pris un peu trop de risques et finalement c'est Robert qui empoche le point et qui se qualifie pour la poule haute où il n'a pas été ridicule. Mais non, et surtout, Stéphane, il a fait une norme de grand maître, Il a fait sa norme de deuxième grand norme de grand maître, il a 20 ans. On va le voir dans l'interview, il dit lui-même que ce n'est pas exceptionnel, mais enfin, il n'y en a pas beaucoup qui menacent de devenir grand maître à 20 ans, c'est quand même assez jeune. Donc tout de suite, Robert Fontaine, l'exploit de ce national, norme de grand maître. Avec Robert Fontaine qui réalise un exploit puisqu'il était remplaçant et qu'il termine dans la poule haute. Donc très belle prestation. Peux-tu détailler un peu ton parcours, Robert ? Ouais, donc dans la première phase de la poule, j'ai réussi j'ai mal commencé, j'ai fait un demi sur 2, j'ai perdu contre Weiser, et après j'ai réussi à me remettre et j'ai terminé à +1 finalement, ce qui m'a permis, En battant Arnaud Auchard. en battant Auchard à la dernière, donc ça m'a permis de me qualifier, quoi. Tu réalises ici ta deuxième norme de grand maître, tu es très jeune, donc tu vas bientôt être grand maître et tu es prometteur. Ouais, ouais, 20 ans de normes, c'est rien d'exceptionnel non plus, quoi, mais bon, c'est pas mal, ça va. Professionnel ? Pas encore, non. Pourquoi pas ? Je sais pas. Non, il y a la fac, et je suis inscrit à la fac, donc j'ai essayé d'y aller, et je suis un peu faible encore pour être pro, donc voilà, je vais essayer de gérer les deux. Quand même un tournoi très satisfaisant ici. Ouais, je suis très content. Mon seul regret, c'est d'avoir perdu contre Éola Relange, puisque ça m'a empêché de terminer dans les 5 premières places, quoi. Effectivement, c'est dommage. Robert, merci. C'était une partie débile. Voilà, Robert Fontaine donc, qui regrette d'avoir perdu eh bien, contre moi, mais effectivement, les petits jeunes, eh bien, il faut encore qu'ils travaillent un petit peu. En tout cas, j'ai battu Robert Fontaine sur une partie tout à fait sympathique, en tout cas vu de mon côté, ce qui m'a donc permis justement de prendre sa place. Donc, puisque j'avais un demi-point de retard, je suis passé un demi-point en avance en le battant, Robert Fontaine. Donc Robert Fontaine a noté, Stéphane, qu'il était remplaçant. Oui, c'est-à-dire qu'il n'était pas dans la première liste des qualifiés, mais toi aussi. Et moi non plus, oui. Toi aussi, tu n'étais pas dans la première liste des qualifiés pour le championnat. Et en fait, suite au désistement de Marciano, je crois, et de... C'est Marcirales, le couple. Marciano et Miralles, qui ont Marciano et ensemble Miralles, fondé voilà. une société qui s'appellerait peut-être Marcirales, mais on n'en sait pas plus sur cette société. En tout cas, 2 joueurs se sont désistés, donc qualification à l'arrache de Robert Fontaine et moi-même, qui avons pu participer à la compétition. Mais c'est vrai que remplaçant, ça donne un petit plus. C'est quand même assez motivant. Il y a Darko Anic aussi qui s'est désisté, je crois. Ah non, puisqu'il était 3e remplaçant. Il était 3e en place. Tout à fait. Donc voilà, donc Robert Fontaine, norme de grand maître, c'est bien, on le rappellera jamais assez. Maintenant, nous allons passer à une interview très très intéressante, Stéphane, le joueur le plus polémique du circuit, toujours un avis tranchant, intéressant. Ce n'est pas Joël Lautier qui aurait pu faire office de professeur, c'est le professeur russe, français maintenant, Yossif Dorfman. Tout de suite en image, toujours top. Nous sommes ici avec Yossif Dorfman. Bonjour. Bonjour. Cette édition était particulièrement relevée avec une moyenne Elo de 2560. Est-ce qu'on peut dire que les échecs français ont progressé ?
Oui, sans aucun doute. C'est incomparable avec les championnats des années précédentes. C'est le niveau qui ressemble déjà au championnat de l'ex-Union soviétique. On rappelle que tu as été champion d'Union soviétique en 1976, si je ne dis pas d'erreur. 77, effectivement, donc tu peux comparer. Ta prestation ici n'était pas vraiment excellente. Qu'est-ce qui t'est arrivé dans ce tournoi? J'ai donné un cadeau à Étienne. Il m'a surpris par le premier C4, où je peux annuler pratiquement par n'importe quel coup, mais je ne sais pas. Franchement, il est arrivé en retard, il n'est pas s'excuser. Et ça m'a déstabilisé un petit peu. Je déconne, c'est horrible. Qu'est-ce que j'ai fait dans cette partie? Et après, le parcours était très limité. Il fallait faire encore 5 parties pour assurer la qualification. Je l'ai fait avec les difficultés, bien sûr. Et dans la phase finale, j'ai raté le gain contre Sokolov. J'étais gagné en un coup complètement dans son Z-Note qui m'a laissé encore une chance pour rattraper. Et j'avais une très bonne chance contre des graves. Donc j'ai raté 2 fois et c'est normal que j'ai perdu les chances pour être sur le podium. Que penses-tu de la formule avec des poules de qualification? Oui, mais c'est inadmissible absolument parce qu'on joue 2 tournois différents. Et finalement, on commence avec un tournoi de 7 rondes où on pense comment se qualifier. Et dans les dernières rondes du groupe, il y a les joueurs qui prennent les dernières chances et qui donnent les cadeaux aux gens qui se qualifient pour les poulottes, comme il a fait dans ce tournoi à Koch, au Freycinet. Et après, on compte ses points pour le titre qui est absolument idiot. Donc, on mélange 2 systèmes et le tournoi est très homogène maintenant. Et c'est, à mon avis, un moment propice pour revenir à une formule de toute ronde. D'ailleurs, tous les joueurs ont signé pratiquement maintenant la pétition au président des échecs. Il y a donc une lettre qui circule. Un petit mot pour finir sur la prestation d'Étienne Bacrot, qui est quand même remarquable. Hein. Je n'ai pas vu malheureusement les matchs de départage. J'étais invité aujourd'hui. J'ai visité Marseille avec mes amis. Moi, je trouve que c'est des Graves qui avaient mérité de devenir le champion de France. Il était le plus créatif, le plus déterminé. Etienne, franchement, il était absolument épuisé. Si vous regardez les dernières 2 parties, il était tout noir. Aucune idée, aucune énergie, ni rien. Mais peut-être il a bien joué les matchs de départage, mais je n'ai pas vu, je répète. Un petit mot sur Joël Lautier, contre-performance quand même. C'est aussi, il était le victime de ce système parce que je suis convaincu que si le tournoi est plus long sur 13 ou 15 rondes, il peut encore se réveiller, mais il était très pressé et il n'a pas réussi à gagner une seule partie. Donc évidemment, il joue très très bien le dernier temps, Joël, mais c'est malchance. C'est plutôt le système, je crois. Yossif Dorfman, merci. De rien. Merci. Voilà, Yossif Dorfman, un avis toujours tranché. Alors, qui était surpris par Étienne Bacrot par le premier coup. Oui, ça c'est. Alors ça, vraiment, on peut se poser la question quand même. Quand on est amateur d'échecs, on voit des grands maîtres professionnels qui jouent depuis 30 ans, 40 ans, peut-être même plus. Ouais. Comment peut-il être surpris par le premier coup? Ouais, mais il dit souvent ça, Yossif Dorfman. Il y a aussi Weisser aussi qui est soviétique, qui avait été soi-disant aussi surpris par la réaction de Dorfman à son ouverture un peu spéciale. Il avait joué B3 fou B2, Weisser. Oui, je pense qu'on va y revenir à cette partie, parce que c'est vraiment un moment fort de ce championnat. Ouais. Et puis donc, je pense que bon, c'est une préparation, la préparation psychologique, je pense qu'il veut dire ça, c'est ça. Il ne s'attendait pas au premier coup C4, alors que bon, Etienne, on sait qu'il ne joue pas E4, il joue D4. Oui. Qui joue C4 au premier coup, c'est pas, ça change pas beaucoup de choses par rapport à D4. Quoi. Disons que ça change puisque en fait, Yossif Dorfman avait probablement préparé une arme qui ne marche que sur D4 et pas sur C4. Ouais. Donc une fois qu'il ne peut plus la jouer, effectivement, il a été surpris. Donc en fait, ça se joue à l'ordre de coups, certaines variantes évitées, pas évitées. Donc Yossif a été surpris par C4 au premier coup. Bon, enfin, ceci n'expliquant pas cela quand même. Ouais, il aurait pu se reprendre et faire nul, bien entendu. Enfin, probablement. Donc Yossif Dorfman qui donne un avis aussi sur la formule, Stéphane. Alors ça, la formule, en tant qu'organisateur de spectacle, ouais. Que peux-tu dire sur cette formule du national? Alors on va la rappeler. 16 joueurs, 2 poules de 8. Les 4 premiers de chaque poule, à l'issue des 7 premières rondes, se rencontrent en tir croisé. Et ensuite, celui qui a marqué le plus de points parmi ces 2 x 4 premiers remporte l'épreuve. Oui, c'est vrai, ça pose des problèmes, puisque au final, le nombre de points joués, bon, les premiers auront joué entre eux, c'est sûr, mais ils n'auront pas joué les mêmes joueurs dans la poule basse. Donc, bon, mais comme ce nombre de points est gardé, si une poule est un peu désavantagée par rapport à l'autre, c'est un joueur qui est en méforme par exemple,
eh bien, ça va créer des distorsions. Ça va pas être tout à fait équitable. Moi, je préférais la formule qui avait été essayée il y a 2 ans, avec des éliminations directes. Moi, c'est la formule que je préfère. Il y avait des poules au départ, et ensuite élimination directe. C'est ce qu'on fait pour le football. Il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas faire ça pour les échecs. Ça se fait pour le championnat du monde FIDE aussi. Ça a aussi des inconvénients parce que c'est difficile de départager des joueurs sur 2 parties, mais au moins c'est équitable. Et bon, même s'il peut y avoir des surprises, et Kalifman a été champion du monde, mais on a vu que l'année d'après, c'est Anand qui a gagné. Donc, et Chirov en demi-finale. Et Chirov en demi-finale. Bon, au football, c'est pas toujours la meilleure équipe qui gagne la Coupe du Monde de football, hein, mais ça donne toujours un beau champion. Moi, je préfère la formule élimination directe. Ça, c'est une formule un peu à mi-chemin entre une formule hybride entre qualifiés. C'est un choix non tranché, on va dire. Voilà. À mon avis, c'est bon. On sait que Jean-Claude Le Bâtière a des choses à dire pour venir défendre sa formule. Il est bienvenu évidemment sur ce plateau. Ouais. On en saura plus quand il sera là, tout simplement. En tout cas, pour l'instant, les joueurs ont tendance à dire qu'il faut revenir au système toute ronde, compte tenu que les poules sont de plus en plus homogènes et il n'y a pas de faibles joueurs maintenant. Josif Dorfman a dit quelque chose de très intéressant. Il a dit que celui qui méritait de gagner le tournoi, c'était Jean-Marc Degrave, qui a été le plus créatif, le joueur le plus créatif. Il a fait de belles parties. Ouais, il a fait des très belles parties d'attaque, Jean-Marc Degrave, c'est sûr. Donc tout de suite, eh bien, nous allons voir ce qu'il a à dire. Jean-Marc Degrave. De France de Marseille, nous sommes ici avec Jean-Marc Degrave. Bonjour. Bonjour Éloi. Excellent tournoi donc, puisque tu es premier ex-aequo de ce championnat de France. C'est une de tes meilleures performances en championnat, tout simplement. Oui, c'est une de mes meilleures performances. J'ai raté le titre, mais bon, ça c'est... Je crois que je ne l'ai pas trop raté aujourd'hui, je l'ai surtout raté contre Christian quand j'ai perdu l'avant-dernière ronde. Oui, puisque tu étais à ce moment-là seul en tête du tournoi avec +4 et tu es redescendu à +3, donc ça t'a peut-être donné un coup au moral. Oui, ça m'a donné un petit coup moral, surtout que si je faisais nul, bon après je pouvais faire nul avec la dernière avec les blancs, bon, c'était quand même assez possible. Hein. Josif Dorfman a déclaré que tu étais le joueur le plus créatif du tournoi. Qu'est-ce qui nous vaut cette créativité nouvelle entre guillemets, ou alors tu l'as toujours eu, je ne sais pas. Je crois que je l'ai toujours eu. Bon, maintenant j'ai un peu plus confiance en moi, donc je joue un peu plus créatif, quoi. Mais bon, ça va, c'est peut-être la petite famille. La petite famille, nous y venons, puisque donc tu as récemment eu une petite fille, un petit garçon, autant pour moi. Donc comment ça se passe Est-ce que on dit normalement que ça fait perdre des points Hello, tout ça? Ouais, je sais pas pourquoi, mais bon, non, moi ça m'en fait gagner et bon, je sais pas, ouais, je suis un peu plus professionnel, on va dire. Un petit mot sur la performance d'Étienne, qui quand même réalise 3 victoires consécutives, qui remporte ses matchs de départage assez facilement, hein, finalement. Oui, bon, il a gagné assez facilement, c'est vrai, mais il était tendu quand même, je l'ai senti très très tendu. Bon, je veux dire, bon, il a joué solide dans le tournoi et sans plus, mais très solide, quoi. Il a gagné sans forcer, ou sans... Donc c'est pas une victoire brillante. Hein. Ben, disons que il a gagné parce que j'ai perdu aussi contre Christian la veille, quoi. Bon, on s'est battu entre nous. Mais bon, il a gagné grâce à ça. Sinon, je crois que 2 rondes avant la fin, il n'est pas tant favori que ça, quoi. Jean-Marc Degrave, champion de France, c'est pour quand? Bah, c'est pour l'année prochaine. Merci Jean-Marc. Au revoir. L'année prochaine, peut-être, si Dieu le veut, hein, comme on dit. Donc, en tout cas, Jean-Marc Degrave, qui a joué les matchs de départage, il est premier ex-aequo avec Anatoly Weiser et Étienne Bacrot. Et Étienne Bacrot s'est imposé en semi-rapide. Alors, quelque chose qui revient constamment dans les discours des joueurs, Stéphane, c'est que Étienne Bacrot n'a pas bien joué ce tournoi. Et pourtant, il a gagné. Qu'est-ce que ça veut dire? Ouais, non, on ne peut pas dire qu'il a mal joué. Il a quand même pas fait il a fait mieux que, par exemple, que Joël Lautier, hein, déjà, clairement. Bon, il a peut-être pas fait des parties, beaucoup de parties très très agressives, mais quand même il a fait de jolies parties, notamment sa partie contre Fraissinet était pas mal, quoi. Il a réussi à faire un sacrifice de pion. Beau sacrifice de pion. Bon, on peut pas dire que non, peut-être les joueurs aussi. On peut noter, bon, c'était le favori avec Joël Lautier. Tous les joueurs ont réussi à faire nul contre Joël Lautier parce que c'était l'homme à battre. Étienne Bacrot faisait aussi probablement partie des hommes à abattre. Les joueurs ont probablement joué plus solide contre lui que contre les autres. Et il a quand même réussi à surpasser ça. Donc, dans le contexte, c'est pas évident qu'il mérite pas sa victoire. Mais une victoire est toujours méritée, a priori, voilà. En tout cas. Cela dit, au niveau de la qualité des parties, les joueurs avaient l'air d'accord pour dire que c'était pas un Étienne, c'était pas du grand Étienne, tout simplement. Ouais, mais bon c'était pas du grand Joël. Il a été poussé au match de départage. C'était pas du grand Joël non plus. Quand on est favori, c'est pas évident. C'est pas évident. Bon, même Kasparov, il
il arrive à faire des tournois où il gagne sans forcément être très très brillant. Oui. Parce que tous les joueurs veulent pas perdre contre lui. Donc il joue les variantes les plus solides et c'est pas évident pour lui de passer. À noter qu'Étienne était peut-être non plus pas trop en forme. Enfin, le mieux pour le savoir, c'est quand même de lui demander directement. Donc nous avons une interview du champion de France 2001 pour la 3e année consécutive. On ne le présente plus. Étienne Bacrot, tout de suite. Le champion de France 2001, Étienne Bacrot, qui remporte la compétition pour la 3e fois consécutive. Alors félicitations. Ah, merci. Comment ça s'est passé? C'était facile, plus dur ou moins dur que les éditions précédentes? Chaque année c'est difficile. Et c'est vrai que cette année j'ai eu un peu de chance parce que par exemple si Bauer gagne la dernière, c'est lui qui est champion. Donc ça ne se jouait pas seulement sur mes parties. J'ai bien commencé avec 4,5 sur 7. Non, même 5 sur 7 en poule préliminaire, mais après une grosse gaffe contre Robert Fontaine, j'étais un peu démoralisé, j'ai fait que 4 nuls dans la poule haute. Et heureusement cette année, plus 3, c'est-à-dire 7 sur 11, c'est ça? C'est pas beaucoup. Oui, seulement 7 sur 11, non, c'est vraiment pas beaucoup par rapport aux années précédentes. Et donc tu remportes le titre quand même. Ouais, mais cette fois c'est beaucoup plus serré, il y a eu plus de nuls et le tournoi était plus fort aussi. Donc il y avait moins de parties faciles et c'était plus serré. Tu es maintenant un ambassadeur des échecs, entre guillemets, puisque donc tu es représentant de la France, champion de France. Quel effet ça te fait d'être si jeune et déjà d'avoir des responsabilités si importantes? C'est pas pour me déplaire, en plus c'est la 3e fois. J'ai toujours eu de la réussite au championnat de France. J'ai joué 4 fois, la première année j'ai déjà fait un bon résultat en terminant 2e. Et là j'ai gagné 3 précédentes, aujourd'hui au départage. Et c'est agréable. Ça fait... Tu vas revenir? Ouais. Je suis très content, en plus c'est ma première victoire de l'année. J'ai eu des résultats constants et bons tout au long de l'année, mais j'avais pas gagné de tournoi encore et ça me fait vraiment plaisir. On peut dire que ça te remet en route pour le monde entier, puisque quand même champion du monde c'est mieux que champion de France. Ouais, mais bon, c'est déjà quelque chose. Je pense qu'avec tous les bons joueurs qui étaient là, c'est un bon résultat. Et c'est parce que le tournoi est quand même bien fort que je jouerai les années prochaines. Un petit mot sur Joël Lautier et Laurent Fraissinet? Ouais, Joël, il était peut-être pas très en forme. Comme moi, il a eu 4 fois les noirs, c'est déjà un petit désavantage pour passer dans la poule haute. Mais bon, c'est vrai que 7 nuls, c'est quand même beaucoup. Voilà. Étienne Bacrot, merci beaucoup et bravo encore. Ouais, merci. Voilà, le champion qui est très content d'avoir gagné, on le comprend. Donc Stéphane, un commentaire sur Étienne Bacrot. Non, mais il confirme un petit peu cette année. Là, il a progressé au classement Elo. Il est maintenant tout près de Joël Lautier au classement. Oui, il a 25 points de moins, mais oui, Joël Lautier a peut-être un classement très élevé en ce moment. Il s'est rapproché maintenant, il doit être dans les... Il a 2653 et Joël Lautier 2675. Donc il doit être dans les 50-60 premiers maintenant. Ah oui. 50 premiers mondiaux. Donc il était dans les 100 l'année dernière, donc il progresse. Donc s'il continue, est-ce qu'il a pris un nouvel entraîneur? C'est Asmaï Parashvili toujours? Non, alors il y a Nikitin également, qui a été l'entraîneur de Garry Kasparov. Ouais, donc s'il continue à bien s'entourer, pourquoi pas arriver dans les 10 premiers mondiaux. Et après, on sait que tout est possible, surtout si la FIDE garde son système de malentendu. De championnat du monde par élimination directe. Ouais, Étienne, elle a l'air très très solide, ça il faut quand même le dire. Ouais, c'est vrai. En match à départage, donc où ça se joue en semi-rapide, il était extrêmement serein. Voilà, il est très fort en semi-rapide aussi, il fait partie des meilleurs joueurs mondiaux en semi-rapide. Donc il peut faire la surprise et peut-être pas cette année parce qu'il n'est pas qualifié au championnat du monde, il va peut-être être invité quand même. C'est possible qu'ils soient invités. Oui, il a été repêché déjà. Bon, il va être repêché, donc il va jouer. C'est possible qu'il aille très loin. C'est possible. Il faut pas qu'il craque. Il faut qu'il soit en bonne condition. Ça va se jouer à Moscou, je crois. Oui. En décembre. Il faut comme d'habitude. Il faut qu'il prépare bien son voyage aussi, qu'il soit bien là-bas. Et il peut faire quelque chose. Et pourquoi pas, s'il arrive en demi-finale ou quelque chose comme ça. Je pense que tous les médias français vont s'emparer. Se ruer sur Moscou. Oui, tout à fait. Et donc, c'est possible. Alors voilà, donc bilan marseillais. Étienne Bacrot, champion de France. Jean-Marc Degrave a extrêmement bien joué ce tournoi, c'est clair. Également, Robert Fontaine qui réalise une norme de grand maître. Et tout simplement, échec total pour Laurent Fraissinet et Joël Lautier qui sont tout simplement passés à côté de leur tournoi, il faut le dire. Stéphane, on va passer maintenant au cœur de l'émission. Oui. La fameuse commented game. Commented game, oui. La partie commentée. Donc, on va se mettre
en échiquier, en vignette, et c'est parti pour la partie de la semaine. Voilà, ça va venir. Ça Alors, arrive. on va voir la partie Fraissinet-Relange. Fraissinet-Relange. Alors, pourquoi cette partie-là? Non pas que je sois spécialement content d'avoir battu Laurent Fraissinet, mais enfin, je le suis quand même un petit peu. Mais parce que, justement, Laurent Fraissinet l'avait demandé. Il a dit, à la prochaine émission Diagonale, eh bien, nous commenterons la partie Fraissinet-Relange, quel que soit le résultat. Alors, évidemment, Laurent Fraissinet devait venir aujourd'hui. Il s'est annoncé, il a prévenu qu'il allait arriver. Et quand je lui ai dit qu'on commentait la partie, il a dit « Oh non, j'ai un... » Bon, il a eu peur, il a pris peur. Et donc là, il a déclaré piteusement ne pas s'être réveillé, l'émission étant trop tôt, 15h30, le début de l'émission. Bon, c'est son choix. Donc Laurent Fraissinet n'est pas là, mais nous allons quand même commenter, Stéphane, cette partie Fraissinet-Relange. Alors, à noter que Laurent, quand même, a joué cette partie en voulant la gagner. Bien entendu. Donc, il voulait absolument gagner la partie. Donc, c'est une partie qui va être tendue. Oui, exactement. Donc Laurent Fraissinet, à ce moment-là, à ce stade de la compétition, a 1,5 point sur 2. Moi, j'ai 1 point sur 2. J'ai fait 2 nuls. Non, je ne sais plus. Enfin, non, il a 1 demi-point de plus que moi. Il a 1,5 sur 3 et moi, j'ai 1 sur 3. Donc, effectivement, il a envie de gagner pour assurer sa qualification. En plus, s'il gagne, 1, il assure la qualification et 2, il joue pour le titre de champion de France, tout Et simplement. 3, il bat Éloi. Et 3, il me bat alors que je suis son pire cauchemar puisqu'il ne m'a pour l'instant jamais battu. Aussi surprenant que ça puisse paraître, puisqu'au classement Elo, il est évidemment largement favori. Je suis donc la bête noire de Laurent Fraissinet. Pourquoi pas? Pourquoi pas? E4. Donc ça, Laurent, c'est son elle est ouverture. blanc. C'est son ouverture. Hein. Il joue E4, tout le temps E4. Il n'y C5. a pas de surprise. KVC3. Donc là, petite ruse de Laurent Fraissinet qui veut éviter la Najdorf, puisqu'on sait que sur le coup D6 maintenant, qui veut convertir dans une Sicilienne Najdorf, il peut y avoir la fameuse attaque avec F4, Ouais. l'attaque Grand Prix, qui est assez dangereuse. Donc ici, petite subtilité. Sur KVC3, on joue le coup A6. Pas tout à fait pareil, mais ça retranspose dans une Najdorf. Après, cavalier F3. Maintenant, on joue D6. C'est plus facile. D4. Pion prend D4. Cavalier prend D4. Voilà, c'est une Najdorf. Cavalier F6. Et ici, Laurent Fraissinet joue comme à son habitude le coup 6, fou E3. Alors, il y a un petit historique entre les deux joueurs, puisque nous avons fait beaucoup de parties d'entraînement avec Laurent sur cette position. Effectivement, il m'a beaucoup aidé à bien cerner les problèmes des Noirs. Et malheureusement, bon, ça s'est retourné contre lui. Mais en tout cas, cette position était bien connue de nous deux, puisque chaque fois qu'on joue ensemble, eh bien, nous avons cette position-là sur l'échiquier. Donc, une partie hyper thématique. E6. Donc, E6, E5 est possible aussi. E5 est possible et cavalier G4 est possible. Ouais. E6, donc c'est ce qu'on recommande dans Diagonale la leçon. Donc vous pouvez aller voir le chapitre Najdorf sur Diagonale la leçon, et bien vous verrez qu'on recommande E6. G4, ça c'est une sorte d'attaque Keres, Stéphane. Alors ça, c'est une attaque très dangereuse et qui s'expose, je crois, du côté, au côté blanc, au coup E5 notamment. Alors le coup E5 dans cette position est possible, Ouais. sur quoi il y a cavalier F5, et après G6, Voilà. un sacrifice de pièces. Voilà, un sacrifice de pièces. Et Sacrifice notamment, de il y a pièces. une partie super entre Judith Polgar et Shirov, je crois. Il y en a beaucoup. Il y a eu beaucoup de parties de très forts joueurs. Mm. On est arrivé à peu près à la conclusion que les blancs seraient mieux, mais c'est pas sûr. Parce c'est qu'à vrai. chaque fois qu'un joueur la joue, eh bien, il renouvelle la théorie, tout simplement, et change l'évaluation de la position. Donc c'est très compliqué. Récemment, Kasparov, il faut suivre le modèle Kasparov quand même, qui est la référence en matière de Sicilienne Najdorf, il a joué le coup H6. C'est donc mon choix, tout simplement, Donc H6 pour empêcher G5. à G5. Tout à fait. Enfin, en Et- tout cas, pour le retarder. Pour le retarder, parce Voilà. qu'on peut jouer H4, tour G1, G5. mais ça mais perd un temps. Ça perd du temps. Enfin, c'est-à-dire qu'en jouant simplement le petit coup H6, On fait perdre du temps. les blancs doivent jouer non seulement H4, Ouais, mais aussi tour mais G1. aussi déplacer la tour, puisque sinon elle est dans l'alignement. Ouais. Donc on ne peut plus jouer G5 et reprendre avec le pion en G5. Ouais. À noter que c'est ça qu'on a envie de faire. Les blancs ont envie clairement d'installer un pion sur cette case pour chasser le cavalier. Ouais. Et notamment jouer G6, qui casserait la structure des pions. G6 avec attaque du pion aussi, ce qui Ouais. est extrêmement violent. Là, Laurent Fraissinet, qui connaît très bien cette position, joue le coup Dame 2. C'est le coup standard. Le coup tout à fait standard. On veut jouer tout simplement Grand Roc, Ouais. H4, Ouais. et ensuite un coup comme Fou G2. Il faut H3. Ou Fou H3, dans l'ordre ou dans le désordre, suivi de G5, G6. C'est un coup de développement tout à fait normal. À noter que la dame est mieux placée en E2 qu'en D2. Ouais. Il faut choisir la case, puisqu'il n'y a pas de cavalier C4 qui attaquera la dame. Ah, d'accord. Donc ça, c'est vraiment sur le long terme. Un des plans noirs étant régulièrement d'amener un cavalier en C4, notamment le cavalier B8, qui peut passer par là. Ouais, ça oblige de sacrifier le fou blanc. Exactement, mais le fou blanc, en plus, s'il est parti en G2 ou en H3, Ouais. ça ne va pas. Ouais. Donc la dame en E2 est mieux placée qu'en D2. C'est donc toute l'idée de l'ordre de coups choisi par Laurent Fraissinet. B5, on commence le contre-jeu, on profite du fait que le fou ne soit pas en G2, sinon il y aurait eu E5. Ouais.
Donc ça, effectivement, c'est une première chose. Ensuite, bon, ça a l'avantage de menacer B4, très clairement, qui chasse le cavalier C3, qui est une forte pièce des blancs. Oui, et attaque le pion E4. Attaque le pion E4. A3, tout ça c'est normal. Ouais. Fou B7, les noirs contre-attaquent rapidement le pion E4 central. Le pion 4 est en prise. Fou G2, défense. Ouais. Cavalier BD7, on vient pour attaquer encore une fois ce pion E4, normal. Et ici, H4. Ah, ça y est, contre-attaquant. Maintenant, on peut menacer G5 puisque la tour H1 est protégée. Alors comme on l'a dit Stéphane dans la leçon, sur G5, il est très important de pouvoir bouger le cavalier F6 En D7. en D7. Ouais. Donc il faut faire de la place. Ouais. Mais dans cette position, eh bien, il y a un problème immédiat. C'est comme le fou n'est plus en C8, mais il est déjà parti en B7. Ouais. Eh bien, il pourrait y avoir la variante suivante sur cavalier C5, qui est le coup qu'on a envie de jouer. Ouais, puisque ça attaque le pion E4. Ça semble attaquer le pion E4. Ouais. Ouais. Alors il y a G5 quand même. Quand même. Oui. Pion prend G5 ou pas, hein, ça ne change pas Ça grand-chose. change pas grand-chose. Pion prend, On échangerait les tours. tour prend H1, Prend H1 et prend. forcé, ouais. cavalier prend E4. Ouais, ça a l'air bien ça pour les noirs. Ça a l'air pas mal, mais le problème, c'est qu'il y a tout simplement cavalier prend. Ouais. Mettons qu'on reprenne du cavalier, Ouais. c'est possible. Et en fin de variante, il y a G6 Ah, quand même. qui arrive comme un coup de massue. Là, c'est vraiment extrêmement dur. On voit que les Et blancs. sur fou prend, on aurait d'abord repris en E4. Exactement, et jouer ensuite, G6 G6. après. Qu'est-ce qui se passe? C'est que le roi noir n'a plus aucune protection sur l'échiquier. Ouais. C'est pas possible de protéger le roi. Les blancs vont jouer grand roc, avec donc une tour qui viendra sur la colonne D, extrêmement forte. Le cavalier en D4 met la pression sur le pion E6, donc toutes les cases blanches autour du roi noir sont faibles. La dame E2 peut surgir en H5 ou G4. Donc au prix d'un pion, on a une attaque fleuve. Explosé le roi. Quoi. Donc dans cette position, après H4, eh bien, il faut trouver un truc qui part G5, mais qui ne soit pas cavalier C5. D'accord. Parce que la menace, c'est non seulement G5, mais après G6. Ouais. Donc il faut parer tout ça. Et là, il y a le coup tour C8. Ça, c'est le coup que Laurent ne connaissait a priori pas, puisque cette position-là, on l'a vu plusieurs fois. Je me suis fait exploser à chaque fois dans les cavaliers C5 qui allaient prendre E4. Ah bon. Là, j'ai donc joué tour C8. C'est un D'accord. coup allemand qui a été joué en deuxième division allemande, une Ouais. seule partie. L'idée, c'est très curieux. Donc tu avais trouvé avant la partie. J'avais trouvé avant la partie, même avant le championnat. C'était la préparation. Avant le championnat. Avant parce le que championnat. Laurent Fraissinet, je voulais le soigner tout particulièrement. Ouais. Donc j'avais préparé avant le tournoi. G5, ça n'a pas été joué, mais c'est possible. Il faut comprendre ce qui se passe sur G5. Ouais. Qu'est-ce qui se passe sur G5? Pion prend, Puis on prend on prend la tour probablement. on prend la tour, fou prend, Et là, et là, sacrifice de qualité. Tour prend C3. ah oui, sacrifice de qualité. Voilà. Donc là, si pion prend, on joue cavalier prend E4 avec une très belle position. Ouais, mais il y a quand même G6, non? Il y a quand même G6, mais c'est pas Il y a- très grave, Ah bon puisqu'on peut sortir la dame sur la case H4. Enfin, il y a beaucoup de contre-jeux. Énormément de contre-jeux. Ouais, il y a du Après contrôle. G6, c'est pas très grave. Ah bon. Et autre chose, donc là, le coup principal dans cette position, c'est pion prend cavalier. Et on joue tout simplement tour C4 avec une position normale. C'est-à-dire que le pion n'arrive plus en G6. C'est très compliqué, mais c'est tout à fait jouable. Laurent Fraissinet connaissait. Il connaissait ce truc-là. Ah, d'accord. Donc après tour C8, il a joué, après très peu de réflexion, le coup fou D2. Il faut éviter le sacrifice de qualité en C3. Ah oui. Fou des deux. Par contre, le désavantage, c'est que le cavalier D4 est plus protégé. Voilà, tout à fait. C'est Ça, l'inconvénient majeur. C'est l'inconvénient. Parce que ce cavalier D4, en fait, Stéphane, c'est celui qui sert à jouer G5, G6. Ouais. Donc, il faut l'attaquer. Dame B6. Dame B6, voilà. Ça permet de gagner un temps de développement. Tout à fait, attaque le cavalier. Donc là, le coup normal, c'est cavalier B3. Tout à fait logique. Sur quoi je jouerai cavalier E5. Ouais. Avec quelque chose de normal, puisqu'il n'y a plus G5, G6. Le D'accord. pion E6 n'étant plus en prise par le cavalier, qui est D'accord, parti. ouais. L'autre alternative, c'est fou E3. Mais on revient alors là, en je D8. reviens, je serais revenu en courant, comme Ouais. on dit, c'est-à-dire Avec une nulle à la clé. enchanté de faire nul. Ouais. Tout à fait. Et le coup que Laurent Fraissinet a pondu dans cette position est tout à fait incroyable, Surprenant, surprenant. Ouais. J'étais le premier surpris. Cavalier prend pion E6. ouais. Chaud. Incroyable. Alors c'est un sacrifice de pièces qui a l'air C'est un sacrifice, on dit, de positionnel, c'est ça? sacrifice positionnel puisque les blancs, même par toutes les variantes forcées du monde, ne revoient pas la pièce. Ouais. C'est-à-dire qu'ils jouent pour une initiative durable et persistante. Pion prend aussi, on est obligé d'accepter ce Donc ça cadeau. affaiblit les cases blanches du côté roi. Exactement, donc on voit que la dame, G5, c'est la continuation logique. Ouais, G5, ouais. Alors si le cavalier bouge, il y a probablement dame H5 échec. C'est très compliqué. Il y a, Ouais. il y a deux solutions ici. Soit on prend en G5, soit on joue cavalier G8 tout de suite. Dans les Ouais. deux cas, il y a avantage et inconvénient. De toute façon, les blancs vont jouer dame H5 et dame F7. Ouais. Donc ça, les blancs, ils arrivent, ils ont quand même du jeu. Mais le roi peut quand même s'échapper, on a l'impression, puisqu'il peut Oui. aller en D8, C7, B8, il peut revenir derrière ses pions du côté dame. C'est ce qu'on verra. Donc ici, il faut choisir entre cavalier G8 ou pion prend G5. Alors Stéphane, un conseil pour choisir. Ben,
on a l'impression quand même que la tour H1 a l'air plus active que la tour H8. Ça, Elle a plus de juste. cases, donc ça serait bien de les changer. Et autre chose également, Puis le fou en H1 serait moins actif. voilà, le fou en H1 sera catastrophique. C'est-à-dire que si on joue cavalier G8 maintenant, on peut avoir peur des coups comme fou H3. Ah ouais, qui attaque attaqueront aussi. le pion au 6. Tout à fait désagréable. Donc ici, sans calculer, a priori, pion prend G5, pion prend G5. Ouais, ça permet de limiter Tour un prend. petit peu le fou et aussi la tour blanche qui pourrait Voilà. venir en jeu, alors que la tour H8 ne servait pas à grand chose. Et là, comme ça, on est tranquille, quoi. Exactement. En fait, on a tué le fou, Ouais. qui ne peut pas revenir. Il n'y a pas de case, malheureusement. Donc ça serait la case, Il est uniquement défensif pour l'instant. la ce case fou, I2. ouais. Il n'y a pas de case I2, donc le fou ne peut pas se déplacer voilà, vers À droite. l'emplacement de ma main, là, Ouais, à droite. sur la diagonale, Mm. tout simplement parce qu'il ne peut pas. Alors que quand il était en G2, il allait en H3, et là, Ouais. c'était très désagréable. Ouais. Cavalier G8 maintenant, Mhm. l'initiative des Blancs continue. Donc Dame ça y est, H5 Dame et H5, check. ça y est, on déroque le roi, de toute façon, il ne pouvait plus roquer. Roi D8, Roi D8. Dame ouais, F7, Dame on F7. s'incruste. Ouais, pas mal, parce que alors, en fait, Attaque on a le l'impression pion que six. les pièces noires sont complètement enfermées. Le fou F8, le cavalier G8 ne sont pas développés. Maintenant, le pion E6 est en prise, donc les noirs récupèrent au moins un pion pour la pièce. Tout à fait. Plus une petite initiative quand même. Malheureusement, ce n'est pas si simple. Ouais. Bon, les Blancs ont déjà un pion pour la pièce. Ouais, ouais. Ça, c'est la première remarque. Mais sur cavalier E7, il y a un problème, c'est que sur Dame prend E6, je crois que c'est ça que Laurent Fraissinet n'avait pas vu quand il a joué cavalier prend E6, Ouais, Dame prend E6. il y a le coup D5. D5, super. Ah oui, d'accord. Alors D5, ça contre-attaque la dame. Voilà. Il y a Dame prend Dame qui menace. Ça menace d'échanger les dames. Et sur d'échanger pion les prend dames D5, est inacceptable. Sur pion prend D5, eh bien, on échange tout. on échange. Dame prend. Dame prend, pion Pion prend, prend, fou fou prend prend H1. Il faut prendre le cavalier. On Et- reprend et on se retrouve avec une pièce de plus. Non, je crois qu'on ne reprend pas, puisqu'il y aurait peut-être Grand Rock, Ouais. avec menace de découverte et Ah attaque du d'accord, fou. donc on joue tour C5. On peut jouer également tour C7, mais roi prend marche très bien en fait, puisqu'on a ce coup fou F3. Ouais. Avec ici un net avantage noir, puisqu'on a une pièce de plus. Tout simplement, les pions blancs ne sont pas dangereux, on a Il échangé. y a deux les pions dames. quand même pour la pièce. Oui, mais il n'y a plus de dames, il n'y a plus d'attaque. Ouais, il y a plus Et de- l'attaque, sans attaque, c'est très dur de justifier un sacrifice de pièces. Mm. Donc après le coup cavalier E7, sur Ouais. dame prend E6, il y a D5, Mhm, échange général des pièces, et notamment des dames. mhm. Donc c'est inacceptable. Laurent Fraissinet ne peut pas jouer dame prend E6. Donc là, sa position devient critique. Il joue grand roc. Ouais. Là, il faut défendre le pion E6, mais on ne peut pas, parce qu'on ne peut pas bouger ce cavalier D7. Le fou F8 est en prise. Mhm. Donc la solution, c'est de le pousser. E5. E5, voilà. Effectivement, on affaiblit la case D5. Le cavalier pourrait venir là, Mhm. mais c'est pas grave puisqu'elle est bien contrôlée. Mais est-ce qu'on avait encore peur de Dame prend E6 puisqu'on n'a pas toujours D5 Ah, c'est moins clair, non. parce que Oui, maintenant que Fou le fou prend H1 est H1, défendu, le fou H1 est défendu. c'est plus du tout pareil. Ouais. Dans cette position, Laurent Fraissinet trouve un coup intéressant, Mhm. G6, pour continuer l'attaque. Mais le meilleur coup était sans doute l'avancée du pion F, je crois. Si mes F4. souvenirs sont bons. Ouais, pour F4 suivi d'F5 et éventuellement F6. Mhm. Il fallait trouver de l'activité avec les pions. Le coup G6 n'est pas vraiment suffisant. Dans cette position, il faut trouver le bon coup pour les noirs, Stéphane. Ouais. Alors comment faire? Eh bien là, c'est assez simple en fait, la méthode de réflexion. Il faut voir quelle pièce peut jouer et quelle pièce ne peut pas jouer. Mm. Donc là, on s'aperçoit qu'on a une tour en C8 qui ne peut pas vraiment être améliorée. Ouais. Le fou F8, non, on ne peut pas le bouger. Il peut pas bouger, ouais. Le cavalier D7, non, puisqu'il défend le fou. Le cavalier E7 peut-être, mais il n'a pas beaucoup de cases. Le cavalier E7, il n'a pas de case. Dès qu'il vient en C6, c'est l'invasion directe sur la Ah, case D5. ouais, ouais, tout à fait. Ouais. Donc c'est pas possible non plus. Et donc, qu'est-ce qui reste? Le fou B7, non, Non, ouais. parce qu'on ne Ouais. sait pas où aller. Ouais. Pousser les pions, ça a l'air un peu optimiste. Mhm. Donc en fait, le plan, on le trouve, c'est replacer la dame B6. Et pour ça, il faut aller sur la case C4 Ah, d'accord. pour chasser la dame F7. Ah oui. Voilà le truc. Tranquille en fait, sans se presser. Donc le coup, c'est dame C6. Mm. Dame C6, très fort coup. Fou E3, joué par Laurent Fraissinet. Donc là, je fais la faute. Énorme faute. Mhm. Puisque quand même sous pression, il faut bien le dire, Laurent Fraissinet est en train de masser ses pièces, on ne sait pas trop ce qu'il fait, mais enfin, ça fait peur. Dans cette position, j'aurais dû jouer Dame C4, Oui, qui a l'air bien. mais je n'ai pas vu quelque chose de, a priori, assez simple quand même. Oui. C'était tour prend D6, Tour prend D6. donc effectivement, Dame Ça prend donne- F7, ça a l'air normal. Ça donne un pion, ouais. Et là, non pas pion prend F7, mais fou B6 échec. Ah Très problématique. Ah oui, qui gagne, qui récupère une pièce. Le quai D7 est cloué, donc sur Ouais. roi E8, Ouais, ça récupère une pièce. pion prend, Roi roi prend, et tour prend D7. tour prend D7, le Avec quai n'est plus avantage défendu. blanc. Avec gain blanc, là, tout simplement. Ouais, C'est ouais. très facile à gagner. Il y a un pion de plus maintenant, une tour très active. Donc ça ne va pas. Alors que dans cette position, je n'ai pas vu quelque chose. Donc la position de départ étant celle-là. Ouais. Sur Dame C4, tour prend D6, Laurent Fraissinet m'a indiqué après la partie que Roi C7, et c'est fini.
Ah, Roi C7, petit coup intermédiaire, on évite fou B6 échec, on attaque la tour, on échangera les dames au coup d'après, et ici c'est tout simplement gagnant, d'accord, facilement. D'accord. Donc voilà la faute. Dans cette position, je n'ai pas vu dame C4, j'ai vu un fantôme comme on dit. Et donc j'ai joué le coup A5. Et là il faut croire que j'ai eu vraiment une chute de forme, hein, Ouais. puisque j'ai pas vu la réponse de Laurent Fraissinet, qui est quand même un coup assez simple, le coup dame E6, Pas mal. attaque le pion D6. Et le gros problème maintenant, c'est que sur roi C7, eh bien, on prend quand même le pion D6, et il y a KV prend B5, échec au roi, Ah oui, maintenant il y a échec. récupère tout. Alors qu'avant, il y a A6 protégé B5. Tout à fait. Donc ici, sur dame E6, je m'aperçois du drame, je me dis, ça y est, il m'a eu. Dommage, tant pis, c'est fini. Je vois vraiment plus de défense ici. Ouais, Je veux défendre ce pion D6, mais je peux pas. Cavalier F5, ça défend pas. Enfin, c'est en prise. ouais. Cavalier C8, j'ai pas le droit. Ouais. Le fou, je peux pas le faire jouer. Je voyais pas. Je voyais pas. Donc bon, je me suis quand même rappelé que j'avais une pièce de plus. Donc je l'ai rendu. Cavalier prend pion G6. Ouais, qui a l'air pas mal, puisque ça enlève ce pion G6 qui est quand même un peu embêtant. Ça défend D6. Ça défend D6. Mais ça perd une pièce quand même, puisqu'il y a dame prend G6. Ouais. C'est le problème. Donc ici, on se retrouve Donc les blancs reviennent dans la partie. complètement. Mais ce qu'il faut voir, c'est que toute la partie, ils ont quand même eu leur fou H1 mal placé. Ouais, Ça, c'est important. Ici, l'attaque maintenant a changé de camp. Ce n'est plus les blancs qui attaquent. Oui, parce que sur Mais les B4, le cavalier peut pas bouger, sinon il y a mat en C2. Exactement. Donc B4. Donc ça a l'air d'être une bonne contre-attaque. Effectivement. Mais ici, il y a une suite forcée, bien entendu, qui fait que les blancs ne perdent pas la pièce. Ah, Donc ils ont le coup fou G5 échec. voilà, fou G5 échec. Donc dans cette position, il y a fou E7 qui fait nul de manière forcée, puisque fou prend fou, roi prend et il y a échec perpétuel après. Avec dame prend G7, d'accord. Voilà. Et si le roi vient en C7, il y a toujours qu'il y ait des 5 échecs que j'ai pas spécialement envie. Après fou E7 en tout cas. Et en plus, je voulais pas jouer fou E7 parce que, bon, déjà, j'ai pas vu que ça faisait nul, sinon je l'aurais peut-être joué. Et 2, je préférais le coup que j'ai joué, roi C7. Ouais, mais qui permet cavalier D5 échec. Effectivement, mais le roi s'en va. Je vais aller en B8, là je serai extrêmement bien protégé. Avec quand même toujours une contre-attaque sur C2. Alors que s'est-il passé ici Apprend Roi B4. C7, il a joué A prend B4, Ouais, après B4. d'abord, Ouais. qui est une faute, mais bon, puis on prend B4, cavalier D5 Qui a échec, l'air de récupérer le pion B4. Puisqu'on exactement, protégerait C2. roi B8, et maintenant il aurait pu prendre en B4. Il ne l'a pas fait. Oui, ça a l'air bien de prendre en B4. Ça protège C2. Au prochain coup, on va jouer C2, C3 probablement. Exactement. Mais là, il y a dame A4. Alors. Attaque le cavalier B4. Ah oui. Sur C3, Stéphane, c'est cloué. Il y a le On roi peut derrière, prendre donc le le cavalier cavalier. serait en On prise. peut prendre le cavalier. Et ici, je ne vois pas de défense pour les blancs. C'est Ah tout à ouais, fait ouais. désagréable, on ne peut pas défendre le cavalier, puisque fou D2, il y a mat, Ah oui, il y a mat en. le cavalier est en prise, Ouais, tout à fait. il n'y a pas de solution ici. Donc ça ne va pas. Donc ça va pas. Après, roi B8, Laurent Fraissinet joue tour D2. Tour D2. Et ici, comme il l'a confié après la partie, il n'a pas vu le coup de massue. Les noirs jouent et gagnent dans cette position. Il y a un gain. Pour trouver le gain, Qui Stéphane. est passé dans Libération. Qui est passé dans Libération, effectivement. Ouais, et qui a été mis dans Libération. Le journal dans la rubrique de Jean-Pierre Mercier. Il faut passer la dame sur la colonne A. Mais ça ne suffira pas puisque les blancs joueront roi B1. Ouais. Donc il faut qu'il y ait quelque chose contre roi B1. Donc pour ça, eh bien, le coup s'impose de lui-même, c'est dame A6. Qui permet de faire un échec en F1 aussi et Exactement. récupérer le fou H1. Voilà. Donc dame A6, menace dame 1, échec. Menace et menace mat. dame F1. Et menace. Oui, c'est dame 1, mat. Ouais. Alors sur C2, C3, qui permet d'avoir la case C2, évidemment, il y a le fameux B3 peut-être. B3, oui, tout à fait, qui est on ferme le cercueil, comme on dit. Voilà, exactement. Ouais, on c'est ce qu'on dit. on l'empêche de sortir, Voilà. tout simplement. On joue B3, B3 et on C3. menace toujours dame A1, et on menace dame A1 mat, et en plus le pion B3 est très dangereux. Oui, donc ici, problème pour les blancs. Mm. Laurent Fraissinet joue roi B1, très logiquement. Ouais. Dame F1 échec, Roi A2. roi A2. Et là, ne pas prendre le fou H1. Ouais, Ce fou est trop mauvais. ouais, Il ne mérite pas d'être pris. d'accord. D'autant plus que si on prend le fou H1, eh bien, il y a contre-jeu. Ouais, c'est-à-dire que la dame est un peu hors jeu maintenant. Et Il y a on peut- contre-jeu rapide on à base peut de peut-être- cavalier E7. Ouais, que sept. Attaque du pion D6. Ah oui. En fait, c'est une attaque qui va se passer sur case noire. Puisque là, par ce coup, cavalier E7, on tue le fou de case noire. Et donc la menace, c'est dame prend, pion D6 échec. Avec la dame qui revient en jeu. On revient en B4. Ouais. La dame H1 maintenant a pris la place du fou, donc qui est une extrêmement mauvaise position. Ce fou est complètement hors jeu. Ouais. Donc ici, il ne faut pas jouer ça. Il ne faut pas prendre le fou H1, à mon avis. Enfin, en tout cas, ce que j'ai joué a l'air meilleur. Dame A6 échec, Menaçant de faire nul. menaçant de faire nul.
Laurent Fressinet est obligé d'accepter la nulle, puisque s'il tente de s'échapper avec Roi B3, Il va être et mat. qu'il ait ses 5 échecs. Ouais, Dramatique. il va être mat. Donc Roi B1, Dame F1. Alors je répète les coups pour une raison très simple, Stéphane, le fameux geste technique, comme on dit, c'est qu'on a 30 secondes par coup supplémentaire. Donc ça permet de rajouter un peu de temps. Voilà, donc il ne faut pas les répéter 3 fois, sinon c'est nul. Ouais. Mais 2 fois ça va, et Ouais. on a gagné 1 minute avec la manipulation. Comme je commençais à être Mhm. mal au temps et que je ne voulais pas non plus m'aventurer dans des calculs qui ne marchent pas, eh bien, petit geste technique, on gagne 1 minute. Donc Roi 2, Roi A2, et là, pour être sûr, B3 échec. B3 échec. Voilà, ça c'est le coup. Ça. Ça, c'est le coup qui Mhm. gagne. Le coup qui gagne définitivement. Pion prend B3 est forcé. On peut Alors, regarder sur ce qui se passe B3, sur Roi prend. voilà, Roi prend B3. Il y a le coup Dame C4 probablement. Dame échec. C4 échec. Ouais. Roi A3 est forcé. Roi A3 forcé. Et là, je crois que Dame A6, Roi B3, et on doit monter la tour. En Ah non, il y a C4. que C5. C5, voilà. Donc K et c'est- en C5. fait, c'est à peu près la même thématique Mhm. qu'avant. Et il y a mat là. Là, il y a mat, Roi C- mat en 5 forcé. Roi C3 forcé. Roi C3 ou Roi B4. Bon, enfin, c'est au choix. De toute façon, ça va aller très vite, hein. Il y a une tour, Ouais. il y a une dame, Mhm. il y a un cavalier. Là, il y a quai D3. Pas de problème. C'est Cavalier extrêmement rapide. D3 échec. Roi B3 forcé. Enfin, on peut regarder jusqu'au mat, mais bon, cavalier C1, Ah, et le cavalier vient en C1. Roi B4 Superbe. et tour C4 mat. Ouais, tour C4 mat. Tout simplement. Il faut quand même Euh, les trouver ces coups. Il faut quand même oui. trouver ces coups. Mais en fait, il n'y a pas besoin de les calculer, Mhm. puisqu'on sait que ça y est là. Mhm. Si on voit Roi prend B3, on regarde le début juste Dame C4, Mhm. Roi A3, Dame A6, Mhm. Roi B3, Quai C5, là, on s'arrête. Ouais. On s'arrête. S'il n'y a pas de mat dans cette position, il n'y a plus qu'à arrêter, il n'y a plus qu'à tout arrêter parce que c'est pas possible, quoi. Il y a forcément un mat. B3 échec. Pion prend B3, Ouais. tour C1. Menace mat. Menace mat. Mm. Petite menace désagréable. En fait, ce que j'ai jamais voulu que Laurent Fressinet ait le temps de jouer cavalier E7, qui était le coup qui redonnait espoir aux Blancs. Dame E8 échec, Ça, c'est- désespoir. Ouais, ça sert à pas grand chose. Fou C8, Ouais. défend tout. Mhm. Roi A3 seul coup pour pas se faire Et mater. sur B3, alors il y a B3 aussi comme coup. B4, hein. B4, ouais. B4, là, c'est pour se ménager une porte de sortie. B4, alors comment ça marche Probablement Dame contre C4 échec. Dame C4 échec. Ouais, Dame C4 échec. Voilà, c'est ça. En fait, c'est Dame A6, Dame A6. Roi B3 et Dame C4 maintenant. Ah, et voilà. Et là, sur Roi A3, Roi A4, il y a Tour A1 mat. Voilà, exactement. Là, c'est le mat. Ouais, En fait, là, on joue pour le mat. Ce ouais. fou H1 est en prise tout le temps, mais on ne le prend jamais, ça ne sert à rien. D'accord. Donc après Fou C8, Roi A3 a été joué. Et là, il y a le mat forcé, assez simple, mat en 3 coups. Dame A6 échec, Dame A6 échec. Roi Roi B4, B4. forcé. Dame B7. Et Ouais. là, c'est vraiment le mat du couloir, hein. Ouais, c'est le mat du couloir. On le ouais. repousse. Ouais, ouais. Qu'il aille sur n'importe quelle case. Et Ici. bien, même punition, tour à un mat, Tour A1 mat. tout simplement. Voilà, donc Belle une contre-attaque quand même. une belle partie quand même, avec un sacrifice intéressant quand même de Laurent Fressinet. Ouais. C'est pas vraiment, c'est pas un sacrifice complètement faux, hein. Mhm. C'est un sacrifice avec beaucoup de jeux. Mauvaise réaction de ma part qui entraîne une position complexe. Et ensuite, au moment de se défendre, Laurent Fressinet a craqué en premier. Donc, de toute façon, il est passé à côté de son championnat de France. Je ne sais pas si c'est suite à cette partie qui lui a un peu cassé le moral, ce qui est possible. Oui, mais il avait perdu avant, je crois. Mais il avait déjà perdu avant contre Et- Joseph Dorfman. Ouais, contre Dorfman. Donc, en fait, il a mal commencé ce tournoi. Il n'a jamais réussi à entrer Voilà, c'est ça. vraiment il a- dedans. ouais. Quand on commence mal, on essaie de se refaire et souvent, ça permet de s'enfoncer un peu plus. C'est ce qui lui est arrivé. Donc, Laurent Fressinet, voilà, désolé, Qui était pourtant un des favoris, qui était pourtant un des favoris. un des 3 favoris, puisqu'il avait le 3e Elo. Alors, Stéphane, petite séquence actualité en bref. Donc, match Europe-Asie. Je ne sais pas si tu as suivi un petit peu. Ouais, match en partie rapide, Match de partie rapide. avec la présence d'Étienne Bacro, justement, aux côtés de Kasparov. Kasparov qui menait la délégation européenne, 11 sur 12, hein, Garry Kasparov. ouais, qui a fait Ça tue. un score qui tue. Ouais, un score qui tue, ouais. Donc 11 sur 12. En fait, c'était tout simplement une boucherie, puisqu'on a gagné, l'Europe a gagné 47,5, 24,5 chez les hommes. Mais Et par en- contre, tu as perdu chez les femmes. Et en revanche, chez les femmes, on s'est fait tout à fait pulvériser. Mm. Ce qui fait que le score final est de 58 à 46 pour l'Europe. Voilà donc ce match Europe-Asie. Brent Games dans la tourmente. Alors Stéphane, là, ton avis, il nous intéresse Ah oui, énormément. Ouais. Deux choses. Bon, première chose, annulation du match homme-machine suite Non, aux attentats aux report, États-Unis. report du match. Report Mais du enfin, match. ça part un peu douteux parce que c'était quand même c'était prévu qu'en octobre. En octobre. Je sais pas, ils disent que c'est à cause des attentats aux États-Unis. Bon, ça La bonne excuse? Mais maintenant, toutes les compétitions sportives vont redémarrer, Oui. hein, que ce soit le foot ou autre chose. À mon avis, oui, c'est une bonne excuse. Je sais pas, c'est bizarre, quoi. C'est bizarre. Bon, ben, maintenant, a priori, il y a eu quand même une déclaration du sultan de Bahreïn qui Oui.
Homme respectable. là où ça va se passer. Donc a priori, quand même, je pense que ça va quand même avoir lieu, mais c'est bizarre. C'est quand même bizarre. Cycle des championnats du monde. Alors, le tournoi des candidats qui était prévu à Dortmund en 2002, Ouais. on ne sait pas s'il est maintenu ou pas, mais en tout cas, Kasparov n'y participera pas. Ouais, alors ça. Alors ça, c'est du grand Kasparov. Alors ça, c'est du grand Kasparov parce que ça fait des années qu'il cherchait un sponsor pour redémarrer. Enfin, on avait l'impression que ce qui lui tenait à cœur, c'est qu'il y a de nouveau des matchs longs Oui. pour déterminer. Avec le des qualifications. avec des candidats. qualifications candidats pour déterminer le champion du monde. Il trouve un sponsor. Bon, ils n'ont pas le temps de faire des qualifs, des machins, parce que c'est là. Ils choisissent Kramnik comme challenger. Manque de bol, il perd. Bon. Ça, c'est vrai que c'était pas de chance. Ça, c'était pas prévu. C'est pas prévu, oui. Parce oui. que ce que Kasparov prévoit, c'est que je suis champion du monde et il y a les challengers qui viennent pour se faire battre. Oui. Et je reste champion du monde. Mais malheureusement, Kramnik gagne. Donc, Et là, donc- Kasparov se reprend, puisqu'il se met à gagner tous les tournois de suite, et Oui. il dit, bon, bah écoutez, Oui. soyons sérieux, je suis quand même le meilleur joueur du monde, Ouais. je vais pas jouer les candidats. Ouais, mais c'est. Voilà ce qu'il se dit. Mais enfin, en tout cas, une fois de plus, Kasparov est complètement pas crédible, il faut, Ouais. faut bien le dire. Ouais. Il crée une organisation, il s'en va l'année d'après. C'est comme d'habitude du n'importe quoi Ouais, par c'est- Garry Kasparov. Là, on se demande à quoi il va se raccrocher maintenant, parce qu'il est plus champion du monde, puisqu'il a été battu par Kramnik. Oui, il est plus à la FIDE Il depuis peut plus longtemps. jouer à la FIDE, donc là, il peut plus dire je suis champion du monde, j'attends d'avoir un match. Qu'est-ce qu'il va faire? Voilà, donc Brent Games, en fait, dans la tourmente, hein, il faut, Ben, faut sans le dire. Kasparov, c'est sûr que d'un autre côté, bon, Kasparov est quasiment, enfin, je sais pas, il est quasiment assuré de gagner ce match. Enfin, bon, bref. Alors, dernière news, équipe de France jeune et prometteuse avec Étienne Bacrot, Laurent Fraissinet, Christian Bauer, Jean-Marc Degrave, et le petit dernier, c'est... Le petit dernier, Bauer. il est très fort. Christian il est très Bauer. fort, c'est Christian Bauer, Mm. accompagné par Jean-Claude Moin qui représentera la France au championnat d'Europe par équipe, une très très belle équipe. Alors Stéphane, merci d'avoir suivi cette édition, Ben oui. d'avoir participé, de nous avoir éclairé une fois de plus de tes conseils. On se donne rendez-vous la semaine prochaine, peut-être avec une nouvelle formule, on vous en dira plus. Merci.